y a un jeu, un rapport de force que je vais décrire rapidement. Les États-Unis d'Amérique, qui sont très préoccupés de leur rapport de force avec les Chinois, veulent contenir et intervenir dans cette direction en pressant de l'autre côté face aux Russes, qui eux-mêmes ont une vocation eurasienne affirmée qu'ils ont décrite de toutes les manières possibles. La Russie est la Russie, comme nous les Français, nous avons des contraintes qui sont liées à l'histoire, à la géographie et au reste. Les États-Unis d'Amérique essayent de faire avancer l'OTAN très loin, le plus possible collé à la Russie, avec un degré de provocation qui doit être souligné. C'est quand même les États-Unis d'Amérique qui ont commencé à inventer de mettre des missiles antimissiles en Pologne pour, paraît-il, intercepter les tirs iraniens. Mais aujourd'hui... Oui, c'est quand même très important. Ensuite, c'est eux qui ont suggéré que tous les pays qui rentrent dans l'Union européenne, tous sans exception, commencent d'abord par adhérer à l'OTAN avant d'entrer à l'Union européenne. Et depuis, ça continue. La Bulgarie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un vieux réflexe issu de la guerre froide qui n'est pas spécialement dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, mais dans l'intérêt de tous les services qui pullulent dans ce pays. Il y en a 19, services d'intelligence, armés, qui sont des lobbies, qui ont une puissance absolument extraordinaire sur les décisions publiques. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire en Ukraine et en Géorgie. Je ne m'étendrai pas ici jusqu'au point de savoir si ces guerres suivent le pipeline ou pas, ce que je pense. Donc vous dites que c'est la faute des Américains? Totalement. Et je vais le justifier maintenant. Ça n'exclut pas, ça n'excuse pas les Russes. Hein, mais il faut regarder le point de départ. Donc ils ont voulu pousser. Et chaque fois qu'ils poussent, ils prennent les alliés qu'ils trouvent sur place. Ailleurs, c'était les islamistes, c'était la ceinture verte contre la ceinture rouge. Là, ils ont pris des nationalistes à la ramasse, des extrémistes néo-nazis pour certains d'entre eux, qui s'appelaient comme ça. Néo-nazis? Bah oui. J'affirme, je répète, néo-nazi, un parti qui s'appelait national-socialiste, qui a des vasiskas, qui portent des t-shirts contre les juifs, et ainsi de suite, qui fait des milices armées. Ceux-là sont au gouvernement, ils ont 4 ministres dans le gouvernement de Kiev. Qui sont ces gens? Ils n'en ont rien à fiche, les États-Unis d'Amérique. Leur important pour eux, c'est leur nationalisme, c'est d'affronter les Russes. Ils utilisent les Nord-Américains et ils poussent le bouchon plus loin. Les Nord-Américains auraient dû être rendus plus prudents par l'expérience comparable qu'ils avaient eue d'une situation de même nature en Géorgie, où ils avaient appuyé cet absurde tyran qu'est M. Tchakashvili, n'est-ce pas, qui lui avait jeté le bouchon un peu plus loin pour obliger les Américains à affronter les Russes dans son pays et récupérer 2 enclaves. Bilan de l'opération, les Russes ont récupéré les 2 enclaves. Je finis. Par conséquent, lorsqu'il est devenu évident que l'OTAN s'appuierait sur un gouvernement ultranationaliste pour entrer jusqu'en Crimée, jusque devant les bases militaires des Russes, ceux-ci sont intervenus en entrant en Crimée, en profitant d'une provocation du gouvernement de Kiev, qui a été de décréter que la langue russe que parlent tous ces gens n'était plus une langue officielle dans leur propre pays. Si bien que la provocation du gouvernement ultranationaliste a offert à M. Poutine, sur un plateau, le moyen d'entrer en Crimée. Soit dit par parenthèse, je vois qu'aujourd'hui tout le monde soutient que la Crimée est ukrainienne et ferme pieusement les yeux sur le fait qu'il en est ainsi depuis que M. Khrouchtchev, par une décision du Soviet suprême et du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique d'heureuse mémoire, a donné la Crimée à l'Ukraine comme nous aurions pu donner je ne sais quel morceau à un pays qui nous serait proche. Voilà la situation. Pour l'Est de l'Ukraine aujourd'hui, que fait-on concrètement? La Crimée, c'est peut-être un peu, en effet, un cas particulier, mais pour l'Est de l'Ukraine, qui s'est déclaré... Que fait-on? Vous êtes incroyable, vous. Pourquoi faut-il faire quelque chose? On laisse donc, peut-être, mais... Non, mais vous avez raison. Alors, allons-y, que faisons-nous? Nous envoyons des navires de guerre, oui, nous sommes en train de le faire. J'en profite puisque je vais renouveler ici sous cette antenne ma question. Que font les navires de la Marine nationale en mer Noire autour de l'équipage des États-Unis d'Amérique? Pourquoi le gouvernement français n'en a-t-il pas dit un mot? Pourquoi est-ce que ces navires qui sont porteurs de commandos sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Quelle raison? La France va entrer en guerre? La France va intervenir contre les Russes? Les Russes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires. Donc ils ne Et font l'histoire pas résister longue à des Poutine. Français proteste contre le fait que l'on traite les Russes en ennemis. Les Russes sont nos partenaires, liés par l'histoire, la géographie et nos intérêts profonds. Par conséquent, vous me dites, que ferons-nous? Eh bien, vous voyez, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Va-t-il reconnaître demain mieux que ce qu'il a reconnu à l'AFP en disant qu'il y avait un navire? Non, je dis il y en a 4. Et je le dis non pas parce que je dispose de moyens particuliers, quoique j'en dispose, mais parce que les observateurs qui sont autour, les pays limitrophes, ont compté 4 navires de guerre français. Que font-ils là? Alors,
Voilà que maintenant, dès qu'il se produit quelque chose dans l'ère d'influence des États-Unis d'Amérique, que fait-on, me dit-on? Eh bien, que fait-on en Arabie Saoudite contre la loi qui fait que l'on coupe les bras, les jambes aux voleurs, ou que ceci ou cela, qu'on interdit aux femmes de conduire les voitures? Que fait-on? Comment? On ne fait rien? Donc, vous voyez que selon le régime, il faut faire ou ne pas faire. Alors, d'abord, commençons par dire ceci. Nous n'avons aucun intérêt à attiser à la guerre. Et dire que les Russes sont nos ennemis, parler et se gargariser de l'expansionnisme russe, sans tenir aucun compte du fait du rôle néfaste qu'y jouent les Nord-Américains, c'est pousser à la guerre. Je ne veux pas de la guerre en Europe. Je rappelle que 100 ans après la guerre de 14, on devrait faire attention aux enchaînements d'alliances qui conduisent les uns à affronter les autres. Et je termine en disant une chose. On ne joue pas à la guerre nationaliste au milieu de 7 centrales nucléaires qui sont dans le même état que celle de Tchernobyl. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que Tchernobyl est en Ukraine et que vous ne trouverez pas une deuxième fois 200 ou 300 000 Russes pour aller mourir plutôt que de laisser la centrale dans l'état dans lequel elle se trouvait quand elle a explosé. Voyez-vous, vous ne les retrouverez pas. Alors s'il vous plaît, un peu de calme. La France doit être médiatrice. La France doit être une occasion de parler et non pas d'affronter. Alain Baron, RCF. Dans un tout autre registre, pour les relations bilatérales entre la France et le Vatican, M. Manuel Valls va aller à Rome ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez pour les canonisations? Je ne crois pas qu'il soit là-bas pour les relations bilatérales avec le Vatican, car le Vatican est un État croupion, mais un État. Bon, mais il n'y va pas pour faire un échange de lettres diplomatiques, convenir d'une politique étrangère commune, des échanges économiques. Ça, c'est ce qu'on appellerait les relations avec un État. Nous avons des relations avec des États, quel que soit leur gouvernement. Par exemple, nous avons des relations avec l'État russe, avec l'État chinois, avec l'État allemand, etc., quel que soit le gouvernement. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une cérémonie à caractère religieux qui mérite donc le respect que l'on doit à la fois des autres, comme ce n'est pas la sienne. Bon, donc c'est une cérémonie religieuse qui correspond à un rite assez étrange, la canonisation, la sanctification et d'autres choses qui ont du sens pour vous, qui n'en ont pas pour tout le monde, qui appartient à la religion chrétienne et catholique en l'occurrence. Donc je ne vois pas ce qu'un gouvernement y fait. Car nous sommes, nous, République française, fondée sur le principe de la séparation des églises et de l'État. La séparation veut dire aussi le respect. On ne fait pas semblant de s'immiscer. Et on ne va pas recueillir un peu de la gloire qui viendrait à jaillir de la circonstance sur soi-même. C'est absurde. Je trouve que nous n'avons rien à y faire. Que des individus à titre privé, personnel, mus par la foi, qu'ils soient des anciens premiers ministres ou des personnalités, se présentent à Rome dans cette circonstance, je le comprends parfaitement. Cela correspond à leur foi. Et pourquoi pas, ils peuvent avoir trouvé dans leur foi, j'en suis certain, des motifs d'inspiration de leur action politique. Je ne suis pas gêné par ça. Mais que le chef du gouvernement aille à une canonisation me paraît tout à fait inconvenant, à mains égards choquant. Et je voudrais rappeler ce que ces mêmes solfériniens disaient dans le passé des initiatives de M. Sarkozy dans ce domaine. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « La réplique aux chanoines de Latran », qui a fait suite au discours de M. Nicolas Sarkozy, puisque les présidents de la République française sont, paraît-il, chanoines de Latran, sauf s'ils le refusent. Eh bien, je ne suis pas plus d'accord que je ne l'étais pour M. Sarkozy à ce que M. Valls aille représenter la République française dans une circonstance qui ne la concerne pas, même si la République française respecte chacun des cultes que pratiquent ses concitoyens, les citoyens de la République française, et respecte aussi ceux qui n'en pratiquent aucun et qui finissent par être un peu fatigués par toutes ces démonstrations. Nous arrivons au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Une dernière question de Laurent de Boissieu, La Croix. Dernière question sur les élections européennes. Vous soutenez au niveau européen monsieur Alexis Tsipras, je ne suis pas sûr de la prononciation du nom. Oui, des fois on dit Tsipras, voilà, moi j'aime bien dire Tchim. Enfin, alors, candidat de la gauche européenne, est-ce qu'il a des chances? Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez, vous, Front de Gauche, apporter au Parlement européen, sachant que c'est une cogestion entre le Parti populaire européen et les socialistes européens, entre l'UMP et le PS. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. De temps à autre, l'Europe Écologie, les Verts viennent faire la pointe. Et des fois l'ultra-droite. Bon, nous sommes l'opposition. Que voulez-vous? C'est comme ça en démocratie. Moi, j'ai une idée du mandat de député dont on me fait reproche parfois. Je crois que plus nous sommes nombreux, plus nous représentons ceux qui ne sont pas d'accord avec cette institution, ni son fonctionnement, ni son contenu, ni son organisation, qui la juge adémocratique, qui juge l'Europe libérale telle qu'elle est aujourd'hui antidémocratique, comme il l'est prouvé dans les pays qu'elle oppresse, comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, sous prétexte d'aide financière et autres... Avec l'accord des gouvernements, locaux, enfin les gouvernements nationaux. C'est exact. Il s'est trouvé dans chacun de ces pays des lâches et des traîtres.
comme M. Papandréou, pour trahir sa parole et capituler l'instant d'après et accepter que dans chaque ministère, il y ait un représentant du FMI, de la Banque centrale et de la Commission européenne pour décider à l'euro près ce qui doit se dépenser, ce qui fait de la colonie, de la Grèce, une sorte de colonie de la Commission. Moi, je n'accepte pas ce régime. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter ? La voix de ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Soit on accepte la règle de la démocratie, vous êtes minoritaire, vous défendez votre point de vue. Je suis partisan de la 6e République, ça ne m'a pas empêché de siéger comme parlementaire dans la 5e. Je pense qu'il faut accepter ça. J'espère que nous finirons par être majoritaires. J'ai la certitude que nous le serons. Pas en Europe, mais en France, oui. Et en Grèce aussi. Le moment venu, à la faveur de circonstances historiques, où le pays aura besoin de s'appuyer sur quelque chose de fort, d'honnête et de républicain. Voilà, ça sera vos derniers mots, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir participé à cette édition de Face aux Chrétiens. Je vous rappelle que vous êtes coprésident du Parti de gauche et par ailleurs tête de liste de ce parti aux élections européennes pour le Sud-Ouest. As if being battered by political turmoil wasn't enough, Ukrainians are now braced for a rollout of painful austerity measures. In the east, which is an industrial hub and key sector of the country's economy, people are already on edge, staging rallies and going on strikes. The Donetsk and Lugansk regions are also currently hotspots for anti-Kyiv unrest. What you can see here are the local mines, and they make up to 20% of the country's gross domestic product. RT's Paul Slier went there to find out what's driving people to the edge. Tempers are flaring. For 2 straight days, these miners have been here on strike, demanding to see management. As the minutes climb, so does their anger. It's a scene playing out across Ukraine. Fury that salary payments are late and cough up too little to live on. We're not sure exactly what's happening, but the government has moved forward to try and get into this room. I have one question. How come they don't give people a job? What are we supposed to do now? Steal? Turn to drugs? Rob people? How come they don't give us work? This young man's wife is pregnant. He's livid. He needs to borrow money just to take her and their 4-year-old to the beach. Can you imagine how it is to provide a family with 3,000 hryvnias a month? No? Well, a meeting of the representatives of the mine has been broken up. As you can see, people have stormed into the meeting. There are tempers flying. Everybody's trying to speak at the same time. Everybody's shouting out. It's almost as if a fist fight is going to break out, and it's difficult to tell exactly what's going on. But at the same time, people really, really angry. People very, very frustrated. And right now, you see one of the main bosses of the mine walking out. I think he might be afraid. And he has reason to be. The government's pushing to privatize 45 coal mines, leaving those who toil in the dungeons of the earth up in arms. They're convinced it'll be the fat cats who'll benefit, leaving workers high and dry. Those in Kiev would do well to remember that almost half the country's industrial output comes from here. Coal alone is 30% of the Ukraine's energy consumption. So if this unrest continues and this regime that has taken power in Kiev is not able to control this region, both in terms of economics and in terms of energy, would really make it almost impossible for this regime to last very long. People here want independence. They say they're tired of feeding the country and getting nothing in return. None of those we speak to want closer integration with the EU, fearing the mines could be shut down. As to the leadership in Kiev, we have no leader and nobody can lead and calm these people down. A message the current government would do well to heed. Paul Slier, RT, Krasnodonogol coal mine, eastern Ukraine. Now, there are over 100,000 employees connected to coalers in eastern Ukraine. And if they turn, it will deal an enormous blow to Ukraine, as political analyst Daniel Patrick Welch explains. It is a sleeping giant that has now been awakened. And I think that it's a sign of the rebellion deepening and broadening, including more sectors of society and politicizing these previously unpoliticized groups of people. They could just go on strike and basically shut down the economy. That would have an enormous chilling effect. The need to control this area is extremely important for the future, and the Western
NATO and the EU and their puppets in Kiev, Yatsenyuk and Turchinov and all these people, have made an enormous mistake by antagonizing in general, the population, the politically active population in the East, but increasingly now the miners, the workers who produce this product. It's unbelievably stupid, in my opinion. L'événement sera surtout planétaire. Des centaines de médias accrédités qui bouleversent tous leurs programmes pour l'occasion. Il va y avoir une couverture spéciale pour toute la messe de canonisation. Je pense que ça va durer 2 heures, peut-être un peu moins. Ça dépendra du pape François. Et tout ce qui va se passer autour de ces canonisations sera diffusé en direct sur notre antenne. Pratique inédite pour un tel événement, 13 caméras haute définition permettront de suivre la messe en 3D. Et dimanche, pas moins de 9 satellites seront braqués sur le Vatican pour retransmettre la cérémonie en direct dans le monde entier.